Bonjour. Voilà, je me présente, je suis Hélène Vernet-Kovacic, radiologue interventionnelle, et j'ai le plaisir de modérer cette session avec Jacques Rimaillot, toulousain, que vous connaissez tous. Cette session est dédiée au traitement de l'adénomiose. On a vu que le diagnostic était difficile, peut-être que le traitement ne l'est pas moins. Et je suis donc heureuse d'accueillir Lorraine Métro-Montelet, gynécologue, qui va nous parler du traitement médical de l'adénomiose. Bonjour à toutes et à tous. Je remercie le comité d'organisation d'avoir proposé de vous parler effectivement de la place du traitement médical dans la stratégie thérapeutique de l'adénomiose. Et en fait, quand on parle de traitement, qu'il soit médical, chirurgical, conservateur ou non, ou bien de radiologie interventionnelle, il faut savoir dans quel contexte clinique se trouve cette patiente qui a une adénomiose. Il faut en première intention s'intéresser à l'âge de la patiente parce qu'effectivement, on ne va pas proposer les mêmes attitudes chez une patiente de 30 ans qui a un projet de grossesse et chez une patiente de 45 ans qui a déjà essayé différentes alternatives médicales. Et puis, c'est important, et on en a parlé lors de la première session avec notamment effectivement les différents phénotypes de l'adénomiose. S'il y a une adénomiose qui est diffuse interne ou focalisée externe, plutôt associée à l'endométriose, on ne proposera pas forcément les mêmes alternatives thérapeutiques. Et puis surtout, c'est important de savoir si la patiente chez qui on a diagnostiqué à l'imagerie de l'adénomiose est symptomatique et essentiellement si elle a des douleurs à type de dysménorrhée ou de douleurs pelviennes chroniques ou des saignements. Et on réinsiste bien sur le fait qu'une adénomiose découverte à l'imagerie mais qui n'est pas symptomatique ne doit pas être traitée. Ce traitement, si c'est un traitement médical que l'on va proposer, il faudra qu'il soit efficace au long cours, il faudra qu'il soit bien toléré et avec un coût qui sera le moins important possible. Et enfin, et ça c'est important, il faut s'assurer que cette patiente qui a une adénomiose diffuse interne, n'a pas d'autres pathologies associées qui seraient responsables de ménorrhagie, parce que ça peut être un peu l'arbre qui cache la forêt, et comme l'ont dit les orateurs dans la session précédente, on a effectivement dans plus de 50% des cas des patientes qui ont de l'adénomiose diffuse interne qui peuvent avoir d'autres pathologies, comme des myomes et des polypes, et on ne proposera pas la même stratégie thérapeutique s'il y a une autre pathologie organique associée. Alors rapidement, les phénotypes de l'adénomiose. L'adénomiose diffuse interne, c'est celle qui donc intéresse effectivement l'invagination des cellules de l'endomètre dans le myomètre. Et l'adénomiose focalisée, c'est celle qui, par reflux menstruel au moment des règles, va entraîner des lésions plutôt profondes et qui, ensuite, par contiguïté, vont donner une inflammation de la séreuse adjacente, soit en antérieur au contact de la vessie, soit en postérieur au contact de la paroi antérieure du recto-sigmoïde. Et ce qui est intéressant, et ça c'est l'équipe du professeur Chaperon qui a réalisé cette étude, c'est de savoir quels sont les phénotypes qui sont associés à l'endométriose. Et vous voyez que dans cette étude, eh bien, c'est les patientes qui avaient de l'adénomiose focalisée, qui avaient de manière statistiquement significative plus d'endométriose profonde que chez les patientes qui avaient de l'adénomiose diffuse interne. Et puis, un petit peu d'épidémiologie. On s'était intéressé en fait à la prévalence de l'adénomiose et à la distribution de l'âge en fonction du phénotype. Et c'est important de voir que l'adénomiose focalisée qui est associée donc, à l'endométriose, le pic de prévalence est plutôt vers 30 ans, alors que l'adénomiose diffuse interne, même si effectivement elle existe déjà chez les femmes à la trentaine, eh bien, aura un pic de prévalence plutôt vers 37-38 ans. Donc, ce ne sont pas forcément les mêmes maladies et les mêmes traitements qui seront proposés. On dispose de différents traitements et tout d'abord, il y a des traitements qui sont symptomatiques non spécifiques et qui n'ont pas été étudiés particulièrement chez les femmes qui ont de l'adénomiose, mais vous savez que les anti-inflammatoires non stéroïdiens qui ont à la fois un effet anti-inflammatoire et un effet analgésique périphérique et central, qui diminuent la synthèse des prostaglandines et puis qui augmentent la synthèse de thromboxane A2, eh bien dans les Cochrane, quand ils sont étudiés chez les patientes qui ont des dysménorrhées versus placebo, eh bien ils sont plus efficaces. Et ils sont également plus efficaces que le paracétamol. Sur les saignements, les AINS sont plus efficaces que le placebo. En revanche, ils sont moins efficaces que l'acide tranexamique et d'autres traitements, notamment le DIU ou les levonorgestrel. Et ces traitements ont le seul inconvénient qu'ils ne peuvent pas être utilisés au long cours, puisque vous savez qu'ils peuvent être pourvoyeurs d'effets indésirables, notamment de troubles digestifs ou de céphalées.
L'autre traitement symptomatique, mais qui, pareil, n'a pas été étudié spécifiquement dans une population de patientes qui avaient de l'adénomiose diffuse interne, c'est l'acide tranexamique, qui, en cas de ménorrhagie, peut être un traitement d'appoint. Et dans ces études un petit peu anciennes, effectivement, par rapport au placebo, il entraînait une amélioration significativement plus importante des ménorrhagies. En revanche, je reprécise que chez les patientes qui ont des antécédents de thrombose veineuse, il ne doit pas être prescrit. Alors, on aborde ensuite le large champ des traitements hormonaux. Et si dans l'endométriose, il y a de nombreux essais randomisés qui ont été réalisés, on a beaucoup moins d'études dans l'adénomiose. Et on va essentiellement parler des études qui ont été réalisées chez les patientes qui ont de l'adénomiose diffuse interne. Vous verrez qu'on a très, très peu d'études qui intéressent l'efficacité des traitements hormonaux en fonction des différents phénotypes. Parmi les traitements hormonaux, on a les traitements progestatifs et on va rapidement voir effectivement quelles sont les données de la littérature en ce qui concerne le DIU au levonorgestrel et le dienogeste. On va voir si la contraception combinée œstroprogestative a une place dans le traitement de l'adénomiose diffuse interne. Quelle est la place des analogues de la GnRH? Et puis, on verra en dernier les perspectives thérapeutiques avec notamment des molécules qui probablement seront intéressantes, notamment les antagonistes de la GnRH. Alors, le rationnel de l'utilisation des traitements médicaux dans l'adénomiose, vous l'avez très bien compris lors de la première présentation de la matinée. En fait, il se base sur les mécanismes physiopathologiques de l'adénomiose. Vous savez qu'on a une invasion en fait, des cellules de l'endomètre dans le myomètre avec des phénomènes en fait, de dommage et de réparation tissulaire, et puis également la théorie des cellules souches. Et tout ça, en fait, se passe sous l'influence essentiellement des stéroïdes sexuels, et donc essentiellement avec une œstrogénodépendance, et donc une hyperexpression de certains récepteurs à l'estradiol, mais également une résistance à la progestérone. Et ça, c'est vraiment un point important qui va expliquer pourquoi les traitements médicaux sont efficaces. Il y a aussi des phénomènes immunitaires et d'inflammation, et on sait que les traitements médicaux peuvent aussi jouer sur l'immunité, des phénomènes de neuroangiogénèse et de prolifération et de fibrose. Et donc, nos traitements médicaux vont agir sur les différents paramètres de cette physiopathologie. Alors, le DIU au levonorgestrel, c'est le premier traitement dont je vais parler parce que c'est celui qui a été le plus étudié dans l'adénomiose. Et dans cette analyse un peu systématique de la littérature, et donc c'était une méta-analyse de 10 études prospectives, il y avait plus de 500 patientes, eh bien, le DIU au levonorgestrel était considéré comme un traitement efficace pour la prise en charge médicale de l'adénomiose, avec essentiellement donc, une diminution de la sévérité des symptômes, une réduction du volume utérin et de l'épaisseur endométriale, et également une amélioration donc, des paramètres biologiques, notamment du taux d'hémoglobine. Donc, comment ce DIU au levonorgestrel va agir? Il va entraîner une atrophie de l'endomètre, et également, il va avoir une action directe sur les foci adénomiosiques. Alors, est-ce que ce DIU au levonorgestrel est bien toléré? Eh bien, dans cette étude de suivi de 36 mois qui avait inclus 94 femmes, le degré de satisfaction globale à 36 mois était de 72%. Les effets indésirables les plus fréquemment décrits étaient des mastodinies, donc des douleurs mammaires, et puis des kystes fonctionnels. Alors, c'est intéressant de savoir finalement si, quand on compare une prise en charge médicale et une prise en charge chirurgicale, il y a des différences à la fois en termes d'efficacité, mais également en fait de vécu, c'est-à-dire de retentissement psychologique et social. Et dans cette étude un peu ancienne qui avait été publiée dans Fertile Stérile en 2011 et qui donc avait suivi 86 femmes sur 12 mois, eh bien, en comparant donc 43 femmes qui avaient un DIU au levonorgestrel à 43 femmes qui avaient eu une hystérectomie, l'efficacité était identique pour ces deux moyens thérapeutiques avec donc des taux d'hémoglobine qui étaient identiques à 1 an. En revanche, quand on interrogeait ces femmes sur leur qualité de vie, leur retentissement psychologique et social, eh bien, l'impact était bien meilleur chez les patientes qui avaient eu un DIU au levonorgestrel que chez les patientes qui avaient eu une hystérectomie. Alors ça, c'est la seule étude que j'ai retrouvée qui s'intéresse à l'efficacité du DIU au levonorgestrel en fonction des différents phénotypes. Donc vous voyez, il y a l'adénomiose interne, l'adénomiose externe, et puis le phénotype 4, c'était indéterminé. Et donc si dans les 3 groupes, le contrôle des saignements et des douleurs était identique, en revanche, le taux d'expulsion semblait plus élevé et le score d'efficacité plus bas dans le groupe adénomiose indéterminé. Les auteurs n'avaient pas tellement d'explications à ces résultats.
Donc, le DIU au lévonorgestrel, on l'a compris, peut donc être un traitement efficace dans la prise en charge médicale de l'adénomyose. Je vais vous parler d'un deuxième traitement progestatif qui s'appelle le Dienogest, qui en fait a l'AMM pour la prise en charge de l'endométriose douloureuse. Il a été développé au Japon depuis les années 2000, 2007. Et donc, lui, c'est un progestatif, ce qu'on appelle hybride. C'est un dérivé de la 19-nortestostérone et lui n'a pas d'action œstrogénique. En fait. Donc ça, c'est intéressant. Et il a une forte sensibilité pour les récepteurs de la progestérone avec un effet antiprolifératif sur l'endomètre. Alors, ce qui parfois gêne un petit peu les patientes, et elles vous posent la question, c'est de savoir si effectivement ce traitement est contraceptif, parce que autant le DIU, le lévonorgestrel est contraceptif, le Dienogest n'a pas l'AMM en contraception. Après, en pratique, il y a une petite étude qui avait été réalisée et avec des doses de 2 à 3 mg de Dienogest, il n'y avait pas en fait d'ovulation, mais surtout ce qu'on peut dire, c'est que comme ce traitement est pris en continu tous les jours, eh bien finalement, il a un effet contraceptif au moins local, à l'instar d'un microprogestatif, en donnant une atrophie de l'endomètre qui empêchera effectivement l'implantation d'un embryon. Ce traitement est remboursé depuis 2 ans, depuis 2020. Alors, est-ce qu'il y a des études? Eh bien, ce sont les Japonais et l'équipe d'Osuga essentiellement qui s'est intéressée à l'efficacité du Dienogest chez les patientes qui ont de l'adénomyose diffuse interne. Et donc, dans cet essai randomisé Dienogest 2 mg par jour versus placebo chez 76 femmes qui étaient suivies pendant 16 semaines, eh bien, il y avait une efficacité du Dienogest à la fois sur les scores de douleur, sur l'intensité et la sévérité des symptômes, mais également sur le recours aux antalgiques qui donc est un critère aussi important pour évaluer finalement l'efficacité de nos traitements. Et puis, quand on s'intéresse finalement à la tolérance du Dienogest au long cours, une deuxième étude qui avait inclus 130 patientes sur 52 semaines et qui retrouvait une tolérance dans l'ensemble satisfaisante. Alors, ce qu'il faut toujours bien expliquer aux patientes, c'est quand on instaure un traitement médical, il faut globalement entre 3 semaines et 3 mois pour évaluer la tolérance et l'efficacité d'un traitement. Et c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'effets indésirables non graves qui peuvent être à type de spotting, à type d'acné, parfois des céphalées ou des mastodinies qui peuvent survenir au début parce qu'elles sont liées finalement au changement de climat hormonal. La patiente soit avait un traitement hormonal précédent et on change de climat hormonal, soit elle n'avait pas de traitement et on induit un apport exogène d'hormones. Donc ça, c'est important effectivement de prévenir nos patientes lors de la consultation, mais la plupart du temps, ces effets s'amendent au bout de quelques semaines. Et puis, ça, c'est une étude que j'ai trouvée intéressante chez 30 patientes qui s'étaient intéressées, en fait, finalement, des patientes qui avaient eu précédemment une cure d'analogue de la GnRH. Et ensuite, elles avaient soit du Dienogest pendant 6 mois en relais, soit rien du tout. Et donc, en fait, il n'y avait pas de récidive des ménorragies ni des douleurs dans le groupe qui avait analogue de la GnRH suivi du Dienogest. En revanche, en ce qui concernait la diminution du volume utérin, il avait diminué sous analogue. Et en revanche, dans les deux groupes, ensuite, il y avait une reprise significative. Donc, le Dienogest n'agit pas sur la diminution du volume utérin. En revanche, il pérennise l'efficacité de la cure d'analogue. Et puis, est-ce que des études ont comparé le Dienogest et le traitement un petit peu de référence qui est le DIU lévonorgestrel? Eh bien oui, on a une étude récente publiée en 2022 qui, vous voyez, il y avait 41 patients dans le groupe Dienogest et 44 patients dans le groupe DIU lévonorgestrel. Donc j'insiste, c'est des études à chaque fois avec des faibles effectifs, mais en ce qui concernait à la fois les scores de VA pour les dysménorrhées et les douleurs pelviennes ou les dyspareunies, eh bien les scores de VA étaient significativement plus bas dans les deux groupes comparé à avant traitement. En revanche, le score de VA dans le groupe Dienogest était significativement inférieur par rapport au groupe DIU au lévonorgestrel à 3, 6 et 12 mois. En ce qui concerne effectivement le volume menstruel, c'est-à-dire le volume des règles, eh bien, pareil, à 6 et 12 mois, il y avait une diminution du volume des règles qui était plus importante dans le groupe Dienogest comparé au groupe DIU au lévonorgestrel. Et puis une autre étude qui était plus antérieure, qui retrouvait des résultats similaires. Alors, la contraception, donc on a parlé des progestatifs, du DIU lévonorgestrel et du Dienogest. Est-ce que la contraception combinée œstroprogestative a une place dans la prise en charge de l'adénomyose? On a très très peu d'études. On a effectivement l'essai randomisé de Chaban qui date de 2015 et qui avait donc comparé en fait une contraception combinée qui contenait 30 microgrammes d'éthénylestradiol et du désogestrel, donc un progestatif de 3e génération, à un DIU lévonorgestrel. Et donc dans les deux groupes, le traitement était efficace puisqu'on avait une amélioration significative des douleurs et des saignements au bout de 6 mois. En revanche, l'amélioration des saignements et des douleurs était plus favorable dans le groupe DIU au lévonorgestrel. Il y a aussi une étude récente qui a comparé le Dienogest et la contraception œstroprogestative et si les deux traitements étaient efficaces, le Dienogest semblait plus efficace sur certains paramètres.
Et puis, je vous ai montré un petit peu la prévalence de l'adénomiose diffuse interne chez les femmes. Et le pic de prévalence est plutôt situé aux alentours de la quarantaine, 38-40 ans. Et il faut bien considérer que les femmes à partir de 35 ans, comme vous le voyez effectivement sur ces deux graphiques, ont une incidence des maladies thromboemboliques à la fois veineuses, c'est le graphique de gauche, et artérielle, infarctus du myocarde et AVC, qui, à partir de 35-40 ans, vous voyez, augmente nettement. Donc c'est vrai qu'on n'a pas de contre-indication à prescrire une contraception combinée après 40 ans s'il n'y a aucun facteur de risque, puisque l'âge en lui-même à partir de 35 ans est un facteur de risque, donc il ne faut pas qu'il y ait d'autres facteurs de risque artériels, notamment une hypertension, une dyslipidémie, des migraines. Mais c'est vrai que dans ce contexte-là, l'utilisation des contraceptions œstroprogestatives doit rester prudente après 40 ans. Et comme en plus, effectivement, elle semble un peu moins efficace que les autres alternatives thérapeutiques, il ne faut probablement pas les proposer en première intention. Alors, autre traitement, les analogues de la GnRH. Donc, comment ils agissent? On sait en fait qu'ils agissent directement sur la prolifération cellulaire et donc sur les lésions directement d'endométriose et d'adénomiose. Et puis, en fait, ils entraînent en fait un changement dans tous les phénomènes physiopathologiques de l'adénomiose, que ce soit les phénomènes d'inflammation, d'angiogénèse et d'apoptose. Leur principal inconvénient, c'est qu'il y a un effet flare-up. Donc, vous savez qu'en fait, ça ne bloque pas tout de suite les récepteurs. Et donc, initialement, il y a en fait une hyperestradiolémie. Et puis ensuite, il y a une diminution totale des taux d'estrogène et de progestérone sanguin. Alors, le Dienogest a été comparé aux analogues. Et dans cette étude prospective non randomisée qui avait inclus 41 femmes, les deux traitements étaient efficaces sur les symptômes douloureux de l'adénomiose. En revanche, en ce qui concernait la diminution des ménorrhagies et du volume utérin, les analogues étaient plus efficaces que le Dienogest. Donc, il y a certes des données d'efficacité, mais il y a aussi la tolérance. Et vous savez que, en fait, les analogues de la LHRH vont entraîner en fait, une carence en œstrogène endogène qui va être importante et vont être potentiellement pourvoyeurs d'un syndrome climatérique, donc qui va se manifester par des bouffées vasomotrices, par une sécheresse vaginale, des troubles de l'humeur, des céphalées, et surtout potentiellement aussi une déminéralisation osseuse avec un risque ultérieur d'ostéoporose. Donc, ces analogues de la GnRH doivent être réservés vraiment pour des courtes cures et ne doivent pas être prescrits au long cours, puisque effectivement, on sait que leur impact sur l'os et sur le système cardiovasculaire n'est pas bon. Il n'y a pas d'études spécifiques, pas de consensus pour savoir si on doit ajouter une ADBAC-thérapie spécifiquement dans l'adénomiose. Dans ces cas-là, quel type ? À partir de quand? Est-ce que c'est à partir de 3 mois, 6 mois d'analogue? Et puis, c'est vrai que quand on donne une ADBAC-thérapie, on peut risquer de réactiver un petit peu les symptômes de l'adénomiose. Donc, c'est vrai qu'en général, on propose dans l'adénomiose un traitement par analogue seul, juste pendant quelques mois, histoire vraiment d'avoir une action antigonadotrope très puissante. Et ensuite, comme vous le voyez après, notamment pour l'étude relais Dienogest, on prend le relais par un autre traitement. Alors, il y avait une étude qui s'était intéressée en fait à l'administration au long cours de toutes petites doses. C'était de l'acétate de buséréline par voie nasale pendant 2 ans. Et ça, effectivement, ça permettait une persistance de l'amélioration des douleurs. Et vous voyez sur le graphique ici que ça maintenait en fait des taux de stradiol endogène qui restaient du coup pas très très freinés. Et ça diminuait notamment les symptômes vasomoteurs. Mais c'est vrai que ce n'est pas des traitements qui sont utilisés en routine et très pratiques d'utilisation. Alors, les perspectives thérapeutiques, on va en parler, ce sont donc les fameux antagonistes de la GnRH. Vous savez qu'ils ont l'AMM dans le traitement des fibromes symptomatiques. Et contrairement aux analogues, en fait, eux, il n'y a pas d'effet flare-up, puisqu'ils se fixent directement sur le récepteur. Ils ont une demi-vie courte. C'est un traitement qui est administré par voie orale. Alors, il y a certains traitements qui sont administrés seuls et d'autres avec l'ADBAC-thérapie dans le comprimé. Et surtout, ce qui est intéressant dans ces thérapeutiques, c'est qu'il y a différents dosages. Et donc, en fait, en fonction du dosage de l'antagoniste qu'on proposera, on pourra ou pas préserver finalement une oestradiolémie minimale et donc une tolérance osseuse et symptômes vasomoteurs satisfaisante. Et donc, il y a cette étude, alors c'est une étude pilote de 8 patientes publiée par Jacques Donez récemment. Donc, vous voyez, initialement, les patientes, pendant les 12 premières semaines, avaient 200 mg de linzagolix, qui est un antagoniste, puis 100 mg de linzagolix. Et en fait, ça permettait une diminution du volume utérin qui persistait. Et vous voyez, en revanche, qu'à 100 mg, les taux d'estradiol remontaient, donc permettant une tolérance qui était meilleure.
Et puis, on a d'autres perspectives thérapeutiques, notamment les inhibiteurs de l'aromatase, parce que vous savez que dans le tissu endométriosique, il y a une aromatase spécifique qui s'exprime, et donc on peut imaginer agir effectivement sur l'aromatisation. Donc on a des efficacités similaires des traitements, que ce soit les analogues ou l'aromatase pour réduire le volume utérin et les ménorrhagies. En revanche, moins d'effets secondaires avaient été décrits avec les inhibiteurs de l'aromatase. Et puis d'autres traitements qui pour l'instant sont vraiment expérimentaux, mais on a l'acide valproïque, c'est un inhibiteur de l'histone désacétylase, et donc il y a des études chez la souris qui montrent que ça supprime en fait l'infiltration myométriale, que ça améliore l'hyperalgésie généralisée et puis que ça réduit également l'amplitude et l'irrégularité des contractions utérines. Et un autre traitement qui est donc l'inhibiteur de la thromboxane A2, mais c'est pareil, c'est des études que chez la souris, mais comme effectivement dans la physiopathologie interviennent des phénomènes impliquant ces molécules, eh bien on peut penser que ça pourrait être intéressant peut-être dans les années qui viennent. Alors, dernier point, et puis après j'aurai terminé, il faut effectivement ne pas méconnaître d'autres pathologies chez les patients qui ont une adénomiose, et que ce soit des pathologies organiques comme un polype ou un fibrome, ou bien effectivement chez les femmes plus âgées une hyperplasie ou un cancer. Et vous savez qu'en imagerie, parfois le diagnostic est difficile, puisque effectivement la zone de jonction entre l'endomètre et le myomètre n'est pas toujours bien individualisée, les contours de l'endomètre ne sont pas forcément bien faciles à voir, donc il faut ne pas hésiter à parfois demander une hystéroscopie diagnostique complémentaire si on a un doute sur une pathologie organique associée à type de polype, de myome ou d'hyperplasie de l'endomètre. Et puis, ne pas oublier également qu'il y a des causes qu'on appelle non organiques ou fonctionnelles qui peuvent faire saigner des patientes qui par ailleurs ont une adénomiose qui serait asymptomatique, et toujours chez les patientes qui ont des ménorrhagies, interroger sur les autres sites de saignement pour éliminer effectivement un trouble de l'hémostase version saignement. Savoir que nos traitements également médicaux peuvent être pourvoyeurs également de saignement, donc effectivement ça peut être parfois un peu compliqué. Et puis, je vous propose cette flèche finalement qui retrace ce qu'on appellerait l'adénomyosis life de la patiente. Et donc, on peut avoir de l'adénomiose dès l'adolescente, même si, encore une fois, c'est rare. En général, l'adénomiose va être dépistée plutôt chez la femme en âge de procréer et même plutôt après 40 ans. Et donc, effectivement, bien penser en fonction des tranches d'âge aux pathologies associées qu'il faut absolument éliminer avant de mettre les symptômes sur le compte de l'adénomiose. Alors, je vous ai mis en avant-dernière diapositive les recommandations du CNGOF sur les traitements effectivement des ménorrhagies en cas d'adénomiose. C'est le DI ou lévonorgestrel qui donc doit être proposé en première intention. Et si un traitement chirurgical conservateur de l'utérus est proposé, il faut associer également un DI au lévonorgestrel, et c'est ce qui sera évoqué dans la présentation juste après. Et donc, si on doit retenir quelques messages, il faut donc savoir qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup d'études dans le traitement médical de l'adénomiose, des faibles effectifs, des qualités de preuve modérées, que ce serait vraiment intéressant d'avoir des essais randomisés qui intéresseraient en fait finalement les différents phénotypes de l'adénomiose, et qu'en pratique, je crois qu'aujourd'hui, parce que depuis les recommandations, il y a eu quand même quelques études qui ont comparé le dienogeste à d'autres traitements, même si le DIU ou lévonorgestrel reste la première intention. Si la patiente ne souhaite pas de DIU ou s'il est mal toléré, on peut aussi rapidement proposer du dienogeste, les analogues ayant probablement plutôt une place en deuxième intention. Et puis les perspectives sont essentiellement dans, on espère un jour, l'AMM pour les antagonistes de la GnRH. Voilà, je vous remercie. Bien, merci Lorraine pour ce très bel exposé, très complet. Je vous propose de regrouper les questions à la fin des 3 exposés. Et je donne maintenant la parole à Jean-Luc Brun qui va nous parler des traitements chirurgicaux. Jean-Luc Brun, tout le monde le connaît, hein, c'est le chirurgien de Bordeaux. Donc, je te remercie Jean-Luc de bien vouloir nous présenter. Merci Jacques de ta présentation. Donc nous allons envisager le traitement chirurgical conservateur de l'adénomiose, car il y a une place sur de la conservation chirurgicale. Et vous voyez que en fait, vous avez plusieurs techniques que vous pouvez utiliser, soit des techniques par voie endo-utérine, soit des techniques par voie transabdominale. Les techniques par voie endo-utérine, c'est celles qui font appel à l'hystéroscopie opératoire avec les résections endométriales ou endométrectomie. Et puis les techniques non hystéroscopiques avec la thermocoagulation endométriale. Quand vous traitez une patiente par voie endo-utérine, votre objectif, c'est de contrôler les hémorragies chez des femmes n'ayant plus de projet parental. L'autre situation, c'est les voies transabdominales, avec la laparotomie ou la célioscopie, et avec 2 familles de techniques, des techniques d'exérèse, adénomyomectomie ou métrectomie,
ou des techniques de destruction, faisant appel au chaud, à la radiofréquence ou au froid avec la cryothérapie. Dans cette situation-là, l'indication est un peu différente. On est sur le contrôle des symptômes chez des femmes souhaitant un traitement conservateur de l'utérus et parfois également chez des femmes souhaitant le traitement conservateur et procréer. Alors on va détailler tout ça avec tout d'abord l'endométrectomie. Alors tout à l'heure, Pierre-Alexandre Juste est remonté sur les études du début du siècle. Moi, je vais remonter sur les études de la fin du siècle dernier. Un certain nombre d'entre nous avions développé le concept de l'endométrectomie. On s'est intéressé aux échecs. Et on s'est aperçu que les taux d'échec, qu'il y avait un diagnostic d'adénomiose sur les copeaux de résection, même si sur le plan histologique, ce diagnostic peut être tendancieux, mais les pathologistes décrivaient 26 à 31% de cas de détection d'adénomiose sur les endométrectomies tout venant, sur les ménorrhagies. Et quand on s'intéressait au groupe des femmes qui étaient en échec d'endométrectomie, ce qui est à peu près 10 à 20% des cas, et qui avaient bénéficié d'une hystérectomie, on voyait que la prévalence de l'adénomiose était beaucoup plus importante, 50 à 70% des cas. On a la même chose dans cette étude de Jean-Luc Mergui, qui date à peu près de la même époque. Sur une centaine de résections endométriales, il décrivait 15 échecs. Et finalement, quand on analysait l'adénomiose sur copeaux, eh bien, si elle était présente, c'était 33% d'échecs, et si elle était absente, c'était 6%. Et donc, c'est comme ça qu'on a suggéré que l'endométrectomie n'était pas un bon traitement de l'adénomiose et des ménorrhagies, en tout cas, associées à l'adénomiose. Les Américains, eux, avaient, avec la série de McCausland, stratifié les adénomioses en deux types sur une biopsie endomyométriale qui est réalisée à l'aide de lances de résection. Et ils évaluaient la profondeur de des cryptes d'adénomiose à l'intérieur du myomètre réséqué. Inférieur à 2 mm, ils disaient que c'était superficiel, profondeur profonde supérieure à 2 mm. Et ils s'apercevaient ainsi que sur les adénomioses dites superficielles inférieures à 2 mm, et vous voyez que, compte tenu de ce qu'on a entendu ce matin, peut-être que ce seuil est à remettre en question, eh bien, il y avait des ménorrhagies qui répondaient assez bien à la résection et à la technique du rollerball, avec une hypoménorrhée, une aménorrhée retrouvée dans 78% des cas, alors que quand l'adénomiose était profonde, eh bien, les patientes ne répondaient pas à la résection. Enfin, et là, en l'occurrence, la technique anglo-saxonne, c'était surtout la rollerball, qui était une sorte de destruction monopolaire à l'aide d'une petite bille que l'on faisait rouler à l'intérieur de l'utérus. Deux études randomisées ont évalué l'intérêt d'adjoindre un Mirena au décours de l'endométrectomie. Et la première étude, c'était l'étude de Maya, une étude américaine, qui avait montré que chez les femmes traitées par endométrectomie puis Mirena, eh bien, on avait une augmentation du taux d'aménorrhée progressivement de 3 à 12 mois pour atteindre 100% avec aucune chirurgie itérative, alors que chez les femmes ayant une endométrectomie seule, eh bien, on voit que le taux d'aménorrhée diminue et que 20% des femmes avaient une chirurgie itérative. Et c'est depuis cette époque-là qu'il y a eu pas mal de recommandations qui ont proposé d'associer Mirena à endométrectomie dans la situation de l'adénomiose pour augmenter les chances de guérison sur les saignements. Zheng, c'est un peu différent. Cette étude chinoise a comparé Mirena seul versus endométrectomie pour Mirena et Mirena, mais vous voyez la même dynamique dans la progression de l'aménorrhée qui est comparable à l'étude de Maya. Plus le temps passe, plus les chances d'aménorrhée sont grandes, alors qu'avec le Mirena seul, effectivement, on perd quelques patientes au cours du traitement médical. Alors, les techniques de deuxième génération, en France, on utilise les techniques par ballonnet thermique, Cavaterm ThermaChoice, et les techniques par radiofréquence avec NovaSure. Est-ce que la situation a évolué? Alors, avant de proposer les thermocoagulations, dans les années 2000-2005, il y a eu des études pilotes qui ont évalué l'impact de la chaleur dans l'endométriolyse thermique que ça va provoquer. Le système de la chaleur et des sources de chaleur très très fortes, de 80 à 100 degrés, sont mis en place à l'intérieur de l'utérus. Et vous voyez que l'utérus est un excellent isolant. Ici, vous avez la profondeur du muscle utérin jusqu'à la surface. Et on voit qu'à la surface, on a aux alentours de 35 à 40 degrés. Ce qui est important de voir, c'est qu'à partir du moment où on atteint 55 degrés, on juge que l'effet est irréversible sur la destruction de l'endomètre. Voilà ici une coupe anatomopathologique où on voit la nécrose de coagulation induite par la thermocoagulation. Ici, je vous ai fait une vue hystéroscopique après une réduction par NovaSure.
Et vous voyez l'état de la muqueuse de l'endomètre. La muqueuse utérine, elle est complètement détruite, il y a une nécrose très très importante, et surtout, par rapport à la résection où on avait du mal à atteindre les cornes utérines et le fond utérin, on a une destruction qui est complète et qui va atteindre le fond utérin. Et on avait beaucoup incriminé les récidives à partir des îlots d'endomètre qui étaient laissés, et essentiellement au niveau des cornes de l'utérine. Et là, c'est vrai qu'avec ces nouvelles techniques, ballon ou NovaSure, on a un peu plus de puissance. Est-ce que cela se traduit par des résultats meilleurs sur le plan des essais cliniques? Une étude allemande qui avait évalué des ménorrhagies tout venant traitées par Cavaterm, 70 patientes évaluées à 4 ans, avec un bon résultat sur les ménorrhagies, 93%, versus et donc 7% d'hystérectomie. Et donc dans cette étude, les femmes ayant une adénomiose ont été séparées des femmes n'en ayant pas, et chez les 10 femmes ayant de l'adénomiose, c'est un tout petit sous-groupe, vous voyez qu'on a toutes les hystérectomies qui sont présentes, 50%, on n'a que 50% de réponse, alors que chez les femmes n'ayant pas d'adénomiose, on n'a aucune hystérectomie. Donc là encore, on repart avec l'adénomiose, possible facteur d'échec de ces stratégies, au moins par ballonnet. En ce qui concerne le NovaSure, c'est l'étude lyonnaise de l'équipe de Gilles Dubernard qui a évalué 43 patientes qui avaient une adénomiose symptomatique résistante au traitement médical. Certaines avaient eu une IRM avant, ce qui avait permis d'évaluer les femmes ayant une adénomiose profonde, et ils les ont évaluées sur les critères ménorrhagie et dysménorrhée avec un recul de 3 ans. Alors voici les résultats. Ils sont assez intéressants en termes de réduction des saignements à 6 mois, 93%, mais quand on regarde le taux à 3 ans, on voit que ça régresse assez fortement, puisqu'il n'y a plus que 2/3 des femmes qui expriment une réduction du saignement. Pareil pour l'amélioration de la dysménorrhée, 60% à 6 mois, 52% à 3 ans. Quand on regarde un peu plus en détail les chiffres, on voit que la réponse sur les ménorrhagies, c'est-à-dire les heavy menstrual bleeding, sont assez bonnes finalement à 6 mois et 3 ans, et que si on prend les saignements tout confondus, et c'est comme ça qu'on doit dans ce domaine parler, c'est les abnormal uterine bleeding, c'est là qu'on a l'augmentation des récidives. Et en fait, quand on lit entre les lignes, on voit que c'est essentiellement des saignements intermenstruels, finalement des métrorragies plus que des ménorrhagies, qui vont être à l'origine des échecs de cette technique. Ils ont également évalué dans le sous-groupe des adénomioses profondes l'impact des traitements. Et là, on voit que dans l'adénomiose profonde, la réponse sur les ménorrhagies, elle s'affaisse effectivement à 3 ans avec 70% des cas, un peu plus de récidives. Également, un peu plus de récidives de dysménorrhée dans le sous-groupe des adénomioses profondes. Au total, on avait 20% d'échecs, essentiellement pour une persistance ou une récidive des ménorrhagies, des dysménorrhées des deux, mais on a quand même 80% des femmes qui ont tiré un bénéfice de la réduction endométriale par NovaSure dans les adénomioses, tout confondu. Dans le reste de la littérature, on a 2 études chinoises, en chinois en test intégral, donc je vous ai mis que les abstracts, où on voit que sur une toute population de patients, toute petite population, avec un recul assez faible, moins de 3 ans, 100% d'efficacité sur les ménorrhagies. Là, pareil, on se repose la question de savoir si finalement, en plus du traitement chirurgical conservateur, il ne faut pas adjoindre un dispositif intra-utérin hormonal. Et on voit effectivement que, comparé au dispositif, au Mirena seul, il y a une réduction plus forte du volume menstruel, une amélioration plus forte de la dysménorrhée, un meilleur taux de satisfaction. Et il y a quelque chose qui est intéressant, c'est qu'il y a une réduction du taux d'expulsion de Mirena. Lorraine ne vous l'a pas parlé, mais il y a quelques études qui montrent que le Mirena, mis dans des grandes cavités utérines assez vastes, est associé à un taux d'expulsion spontanée et de retrait prématuré assez important. Et donc, en réduisant le volume utérin tel qu'on l'a pu le voir sur la vue stéroscopique, ben on peut espérer derrière avoir un dispositif intra-utérin qui tient un peu plus en place sur une cavité réduite. Qu'en est-il des données concernant les hystérectomies réalisées après thermocoagulation? On a 3 études assez intéressantes, une française, une hollandaise, une américaine, qui nous montrent à peu près la même chose sur des thermocoagulations tout confondues. Chez des femmes ayant des ménorrhagies, on compte grosso modo 10% d'échecs. Quand on regarde l'analyse de l'utérus, on voit qu'il y a de l'adénomiose dans 40% des cas, donc on se retrouve à peu près au même chiffre que l'on avait lorsqu'on étudiait les endométrectomies.
Mais quand on compare les patientes ayant une hystérectomie pour échec de thermocoagulation par rapport aux hystérectomies tout venant, on voit que l'adénomiose est présente dans cette étude hollandaise dans 45% des cas dans le bras d'étude versus 43% dans le bras témoin. En revanche, il y a énormément d'adénomiose profonde dans les échecs de Novachur, alors que dans les hystérectomies venant, il y en a moins 50%. Donc on se retrouve encore ici avec un possible effet délétère de la notion d'endométriose profonde qu'il est facile désormais d'analyser par imagerie préopératoire. Échec de thermocoagulation, ici, on se retrouve pareil avec 28% d'adénomiose dans cette situation-là, 29% dans le bras hystérectomie. Donc là encore, ça ne change pas beaucoup. Dans cette population-là, on a énormément de myomes qui sont à l'origine des échecs de thermocoagulation et également des hématométries. Ça, c'est la spécificité de la thermocoagulation endométriale. De temps en temps, il y a des saignements en amont d'une synéchie basse ismique et qui propose une hématométrie qui donne de l'inconfort et une dysménorrhée parfois de novo. On reprend nos recommandations que vous avez sans doute pris connaissance lorsqu'on les avait éditées en 2020, il y a 2 ans maintenant. Donc, je reprends celle de Lorraine. Il est recommandé d'associer la technique de résection ou de destruction endométriale au traitement hormonal. Et puis, chez les femmes ayant des ménorrhagies éligibles à une intervention chirurgicale et souhaitant conserver son utérus, ce qui est son droit, bien sûr, il est possible de lui proposer une destruction ou une résection endométriale, mais il est recommandé de l'informer du risque d'échec, avec nécessité de réaliser une hystérectomie dans un deuxième temps. Alors voyons maintenant les techniques par voie haute, avec tout d'abord l'adénomyomectomie. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de comparaison possible entre l'adénomyomectomie et la myomectomie, car contrairement aux myomectomies, il n'y a pas de plan de clivage. Ces interventions qui sont complexes, qui sont normalement hémorragiques. Dans des anciennes recommandations, nous avions édité que les traitements n'étaient pas validés sur le plan de l'efficacité et de la reproductibilité, et on s'intéresse beaucoup aux complications obstétricales possibles de ces grosses résections avec ces sutures de l'utérus. Alors il faut savoir qu'on a peu d'expérience, globalement, nous en France, dans cette situation-là, et la plupart des études proviennent essentiellement d'Asie du Sud-Est. Donc on va en voir quelques-unes. Une étude prospective monocentrique coréenne sur une centaine de patientes présentant des adénomyomes symptomatiques résistants au traitement médical. Les adénomyomes faisaient 5 cm environ. Ces femmes ont été traitées par celluliochirurgie exclusive. Elles ont été évaluées à 3 ans sur des critères tels que les ménorrhagies et les dysménorrhées. Donc une durée opératoire assez faible, d'un peu plus d'1 heure. Des pertes sanguines qui sont très faibles, 150 ml pour ce type d'intervention. Et on voit qu'il y a une bonne réponse sur la dysménorrhée, avec une réduction de la dysménorrhée de 93%, des ménorrhagies de 77%, et un taux de récidive finalement faible, et finalement seulement 2% des femmes ont recours à une hystérectomie à 3 ans dans cette étude. Une étude iranienne, une centaine de patientes, cette fois avec une évaluation un peu plus de la fertilité, puisque 70 avaient un désir de grossesse, dont 57 infertiles. Ces adénomyomes mesuraient au moins 15 mm, et les chirurgiens sont intervenus par laparotomie en prenant garde d'occlure provisoirement les artères utérines pour diminuer le risque hémorragique. Évaluation jusqu'à 12 mois des symptômes. Ici, on a une réponse un peu plus modérée par rapport à l'étude coréenne, avec une réduction des dysménorrhées et des ménorrhagies d'environ 50% des cas. On voit un résultat intéressant sur les grossesses, avec 30% de grossesses obtenues, 23% de naissances. Et puis, on va regarder un peu les complications, avec les synéchies, 4%, 2 ruptures utérines, c'est 2%, bon, peut-être 2% de trop quand même, et puis seulement une récidive. Encore plus atypique, des interventions que vous avez programmées, probablement jamais vues au bloc opératoire en France, avec les métrectomies. Les métrectomies consistent à ouvrir l'utérus en 2 ou en 4, ça dépend, et de faire des résections très très larges de ce tissu adénomyomateux profond. Donc, vous voyez ici le schéma de cette équipe japonaise, et après il faut faire une reconstruction plan par plan de l'utérus, reconstituer la cavité endométriale, et puis reconstituer le myomètre jusqu'à la séreuse.
Régression des ménorrhagies de la dysménorrhée dans 50% à 24 mois. On a 2 tiers des patientes enceintes, 14 grossesses à terme et pas de rupture utérine dans les mains très entraînées de ce chirurgien japonais. Les Chinois essaient de combiner l'adénomiomectomie et la métrectomie. 200 patientes, toujours des belles séries, avec une occlusion préalable des artères utérines, une évaluation jusqu'à 3 ans des différents critères. Ils sont très forts, ils opèrent les patientes en un peu plus de 2 heures, avec 86 ml de saignement, joli score. Une régression du taux de dysménorrhée de 8 à 4, des ménorrhagies selon PIBAC de 146 à 50, c'est bien, et puis une régression de moitié du volume utérin, et seulement moins de 2% des patientes qui ont bénéficié d'une hystérectomie. Alors, il faut reconnaître qu'en Europe, on n'a pas beaucoup recours à ces traitements et qu'on préfère plutôt tenter des destructions plutôt que des exérèses. Parmi les techniques de destruction guidées sous célioscopie, eh bien, on a les techniques de radiofréquence sur lesquelles il y a très peu de publications. Vous en avez beaucoup sur les myomes, mais sur l'adénomiose, vous avez beaucoup moins de choses. Cette étude italienne qui provient de l'équipe de Marcello Ceccarini, qui s'occupe beaucoup, qui est un centre de référence de l'endométriose à Vérone, a étudié 60 patientes ayant une adénomiose symptomatique. Il les a suivies sur pas loin de un peu plus de 5 ans et a réalisé une adénomyolyse par le système RITA. Donc, ce système RITA, c'était les toutes premières aiguilles que les radiologues au début avaient à leur disposition pour traiter essentiellement les métastases hépatiques. Depuis les années 2000, vous voyez, c'est un système monopolaire dans lequel il y a un déploiement de plusieurs petites fibres qui vont délivrer une énergie de radiofréquence. On a une réduction intéressante du score des dysménorrhées de 7 à 3, de dyschésie, de dyspareunie, de douleurs pelviennes également. Sur les ménorrhagies, le taux de patientes ménorragiques était de 52%, il régresse à 16%. Ça marche pas mal sur les signes compressifs, ça c'est intéressant parce qu'on n'a pas beaucoup d'éléments et de propositions thérapeutiques conservatrices sur les signes compressifs. Et puis, il décrit 8 hystérectomies, soit 13%. Bon, ces techniques de RITA, on ne les a plus à notre disposition, le matériel a un peu évolué, soit sur des techniques de radiofréquence monopolaire avec une électrode simple, soit sur des techniques de radiofréquence bipolaire, telles que le Cellon système proposé par Olympus, que vous avez probablement pu voir arriver dans vos blocs opératoires. Je vais finir avec la spécialité bordelaise. Nous, ce n'est pas le chaud qu'on utilise, mais c'est le froid. Et depuis plusieurs années, nous réalisons une cryodestruction des nodules d'endométriose. On a commencé avec les nodules d'endométriose pariétale, de façon à éviter une chirurgie de délabrement pariétal chez ces femmes et le recours à une reconstruction. Donc on avait montré notre première expérience en 2017, et puis fort de cette expérience, on a proposé d'étendre cette adénocryomyolyse aux femmes ayant de l'adénomiose focale, l'adénomiome. Et donc là, on se met à double équipe avec un en célioscopie et le radiologue interventionnel en imagerie. Et guidé sous imagerie, on pique à travers l'adénomiole avec de ces ice rods, guidé sous imagerie, vous les voyez ici. Et on induit un cycle de congélation de 10 minutes, séparé d'une phase de refroidissement, de réchauffement de 10 minutes, de façon à créer une boule de neige, comme me disent les internes et les chefs de clinique, et créer comme ça une lyse de l'adénomiome. Voici ici le résultat de notre étude pilote sur 5 patientes qui montre une réduction du volume de l'adénomiose focale quasiment de moitié, voire plus, dans certaines situations, comme on le voit ici, entre M0 et M12. Une réduction de la symptomatologie pelvienne assez variable sur le plan de la douleur. Ce qui est intéressant, c'est les scores de saignement avec le PIBAC, où on voit que toutes ces femmes étaient ménorragiques avec des scores PIBAC initiaux supérieurs à 100, des scores de IGAM, et elles sont toutes inférieures à 100 à la fin du traitement. Voici ici en imagerie l'adénomiose focale à ce niveau-là, qui va réduire de façon très significative à 6 mois sur l'IRM post-opératoire.
Vigilance cependant sur les données de l'hystérosonographie post-opératoire. On a eu 2 synéchies partielles chez ces patientes qui ont été levées assez facilement par l'hystéroscopie post-opératoire, mais il faut quand même qu'on soit vigilant à ce niveau-là. Donc pour conclure, l'adénomyose, vous voyez quand même qu'elle est sensible au traitement thermique finalement, que ce soit par le chaud ou par le froid. Bon, c'est surtout le chaud sur lequel on a une expérience assez forte avec la thermocoagulation endométriale qui est efficace sur les ménorrhagies à condition que l'adénomiose soit superficielle. D'où l'intérêt d'avoir bien documenté son utérus, la morphologie de l'utérus de la patiente, avant d'envisager ces traitements conservateurs. L'adénomiomectomie et la métrectomie sont efficaces dans des cas sélectionnés avec des opérateurs entraînés. L'évolution, à mon avis, sera plutôt vers des techniques guidées sous cellio ou imagerie, de façon à envisager, comme on le fait en ce moment pour les myomes, un peu plus de lyse plutôt que des exérèses. Merci de votre attention. Merci beaucoup Jean-Luc. Nous allons continuer avec le traitement par radiologie interventionnelle et c'est le professeur Marc Sapoval de l'HEGP qui va nous faire le point sur ces techniques. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. La salle est impressionnante par le nombre de gens, donc je suis très honoré d'être là avec vous aujourd'hui pour essayer de vous expliquer ce qu'on peut faire en embolisation principalement. Donc pour ceux qui ont moins l'habitude, l'embolisation c'est quoi? C'est occlure une artère, parfois des veines aussi, mais là on va parler d'artère, par un matériel implanté, donc à dessein, par voie percutanée. On va donc aller attraper, cathétériser l'artère cible, en général par voie fémorale, on a d'autres voies comme par exemple la voie radiale possiblement, et puis injecter en général ici en flux libre un matériel d'embolisation. Donc on parle d'embolisation utérine, en anglais, uterine artery embolization, ou d'embolisation de fibrome, uterine fibroid embolization. Pour ça, quand vous faites la bibliographie, vous pouvez tomber sur les 2 mots. Donc c'est une intervention globalement qui est techniquement maîtrisée, qui est standardisée, qui est reproductible, que tous les radiologues interventionnels peuvent mettre en œuvre et pour lesquels il existe aujourd'hui une couverture nationale qui permet de proposer ces approches aux patientes dans la France entière. Donc les indications, comme vous savez, de l'embolisation utérine, bien c'est les hémorragies de la délivrance. Aujourd'hui, c'est une activité qui s'est heureusement réduite grâce aux méthodes de ballons intra-utérins que vous connaissiez mieux que moi. Quand on a ce type de patiente, et on en a encore de temps en temps, on va utiliser un embol résorbable à base de gélatine, de façon à ce que l'artère utérine puisse se désobstruer quelques heures après ou quelques jours après l'intervention. Donc on passe à un cap aigu hémorragique, et puis l'artère utérine va se reconstituer après. On traite bien sûr couramment par embolisation des fibromes utérins. Ce n'est pas le sujet du jour. Et la question, c'est aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est de l'indication d'embolisation dans les adénomioses? Tout ça, bien sûr, en cas de symptômes invalidants. Et comme ça a été dit précédemment, ni les chirurgiens ni les radiologues interventionnels ne traitent des patientes qui n'ont pas de symptômes. Donc, dans le cadre du fibrome, ce n'est pas très différent dans l'adénomiose intra-utérine. La périphérie de la lésion, de l'anomalie anatomique, c'est une couronne hypervasculaire, donc avec un flux que vous voyez bien quand vous faites des échodoppler ou que nous faisons des échodoppler endovaginaux. Eh bien, on voit un flux périmyomateux dans le cadre d'un myome qui va donc un peu aspirer les particules qu'on va injecter très très en amont dans l'artère utérine. Donc on va se mettre avec un petit cathéter ici dans l'artère utérine à droite, puis à gauche, en amont des branches en aval des branches cervico-vaginales, et puis on va injecter ces particules calibrées, on va y revenir, qui vont aller se mettre à la périphérie du fibrome ou de l'adénomiose. Donc ces petites billes, ça se présente comme ça, c'est un petit flacon avec des particules calibrées. Il y a plusieurs marques, plusieurs constructeurs qui font ça. Ici, c'est un constructeur qui a fait ces billes qui s'appellent les embosphères, qui a été breveté par l'AP. Donc c'est un produit français qui a été repris par une société américaine et qui donne ça à long terme dans les artères. Donc vous voyez, ce sont des billes qui restent à la périphérie du myome, là qui sont dégradées par la coupe anatomique,
mais qui donc bloquent les artères d'une façon précise à l'endroit, puisqu'elles sont calibrées, où ça a été calculé pour, entre guillemets. Donc, en ce qui concerne l'adénomyose, la technique, elle n'est pas très, très différente. On va faire un cathétérisme des 2 artères utérines. On fait toujours une embolisation bilatérale. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de systématisation anatomique sur la vascularisation des myomes ou de l'adénomyose. Il y a souvent, 95 ou 98% des cas, une participation bilatérale. Donc, on va faire une embolisation bilatérale. La particularité pour l'adénomyose, c'est qu'on va utiliser des particules plus petites et qu'on va aller jusqu'à l'artère, jusqu'à l'occlusion complète de l'artère. Donc, quand on regarde en angiographie, la présentation n'est pas exactement la même. Vous voyez ce petit chevelu ici bilatéral. On va voir plusieurs exemples et on va donc aller emboliser les 2 artères utérines jusqu'à l'occlusion complète. Alors, quand on occlue complètement l'artère utérine, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, les myomes ou l'adénomyose va être dévascularisée, donc ça crée une ischémie importante, et l'artère utérine porteuse, donc les artérioles qui vont au myomètre sain, elles vont se désocclure rapidement. Donc c'est pour ça que ça n'entraîne pas d'ischémie myométriale, et c'est pour ça que cette technique peut exister. Évidemment, l'idée n'est pas de nécroser l'utérus en injectant des particules qui vont tout détruire. Donc en pratique, comment est-ce que ces patientes sont discutées et recrutées et adressées vers nous ? Il y a évidemment une consultation du gynécologue, il y a toujours une IRM, on va y revenir. Ces patientes sont vues en consultation, ensuite elles vont voir l'anesthésiste parce que ces interventions sont faites sous analgésie, donc en général PCA, en tout cas dans notre centre, la plupart des centres utilisent cette technique, il y en a d'autres. Et on traite ces patientes parfois en ambulatoire, nous actuellement plutôt en J0, donc elles rentrent le matin, on fait l'embolisation, elles ressortent le lendemain. Bon, vous avez vu des présentations précises sur l'IRM en amont de cette présentation, mais j'insiste sur le fait que pour nous c'est très important d'avoir la morphologie globale de l'utérus, des myomes, la répartition de l'adénomyose, la classification de l'adénomyose, le diagnostic différentiel, parce que c'est fréquent que les patients soient adressés avec des diagnostics de fibrome et que finalement on trouve plutôt une adénomyose, faux positif, entre guillemets, ou erreur de l'échographie, qu'on veut éliminer des pathologies annexielles associées et qu'on veut avoir des caractéristiques des myomes quand c'est des myomes. Donc, il y a une classification que vous connaissez sur la répartition de l'adénomyose, est-ce qu'elle est diffuse, est-ce qu'elle est focale, et puis parfois bien, on a évidemment, de façon non exceptionnelle, une association à des myomes qui sont dominants ou qui ne sont pas dominants. Ça ne va pas nécessairement changer l'attitude. Un petit point d'information ou de rappel pour un certain nombre d'entre vous, qui est ce site qui a été fait à la demande donc un travail commun entre l'AP et l'ARS Île-de-France d'information des patientes et d'aide à la décision, donc aide à la décision partagée sur le traitement des fibromes. Donc ce n'est pas l'adénomyose, hein, on a travaillé sur les fibromes de façon multidisciplinaire pour que les patientes puissent, en allant sur ce site, donc mon-fibrome.fr, se faire une idée de ce qui est disponible en termes de traitement et de comment est-ce qu'elles peuvent elles-mêmes participer au choix de leur traitement. Et donc là-dessus, on leur explique le traitement médical, le traitement chirurgical, l'embolisation, etc. Et elles peuvent hiérarchiser leurs priorités et venir à la consultation déjà avec une idée plus précise et donc avoir un dialogue avec nous, les radiologues et évidemment les gynécologues aussi, plus dynamique, on va dire. Alors je vais vous présenter rapidement un petit cas clinique et particulier. La dame était âgée, relativement âgée. Elle avait une évolution depuis 4 ans de ménométrorragie très importante. Elle avait eu une proposition d'hystérectomie qu'elle a refusée. Elle avait un questionnaire de qualité de vie qu'on appelle UFSQL, que vous connaissez probablement, qui est un questionnaire de qualité de vie spécifique pour les myomes utérins qu'on a appliqué ici. Et elle a donc des lésions typiques d'adénomyose que vous voyez sur l'IRM, hein, en sagittal et en axial. Et donc la patiente est embolisée. Donc on va, comme je vous ai expliqué, aller dans l'artère utérine gauche. Donc en général, on fait par exemple un abord fémoral droit. On va faire un croisement de la bifurcation aortique. On va aller avec un microcathéter. Donc toujours un microcathéter, c'est très important pour que le flux ne soit pas gêné. Injecter ces microparticules dans l'artère utérine gauche. Ici, ça c'est le avant. Et à droite, c'est le après. Donc on a complètement occlu angiographiquement l'artère utérine.
On va faire exactement pareil à droite. Donc c'est une intervention qui n'est pas très compliquée à réaliser. Le plus compliqué, c'est d'arriver à attraper cette artère utérine, mais en général, elles sont relativement larges. Donc ce n'est pas extrêmement compliqué à réaliser. Ça met entre 20 minutes et 45 minutes. Et donc le résultat à 3 mois, alors c'est pas toujours comme ça, bien sûr, je ne vous ai pas choisi le cas le pire, mais vous voyez qu'on a un très très bon résultat de nécrose des lésions d'adénomiose, avec ici encore d'autres images pour vous montrer la même chose, et une évolution très favorable à 3 mois avec des règles normales, une grosse amélioration de la qualité de vie, un UFSQOL qui est passé de 132 à 40. Donc voilà ici ce questionnaire, le avant et le après, donc il y a des croix de 1 à 5, vous voyez qu'avant et après, on voit clairement qu'il y a une claire amélioration pour la patiente. Donc un autre cas en image, sans ciné, donc ici avec une adénomiose et un traitement par embolisation bilatérale. Alors, quels sont les résultats en termes d'efficacité et de durabilité? Il y a une littérature qui est assez précise, qui n'est pas extrêmement abondante, mais qui est cohérente et qui montre que les résultats sont tout à fait satisfaisants en termes de qualité de vie et en termes de sévérité des symptômes, quelles que soient les échelles qu'on utilise, avec ce qui est important et ce qui est souvent mal connu, c'est aussi pour ça qu'on est là pour vous parler de tout ça, c'est parce que le résultat il est maintenu à long terme. Parce que schématiquement, on avait l'impression que l'embolisation était plus efficace à long terme dans les fibromes que dans l'adénomiose, mais finalement il y a un certain nombre d'études qui montrent que le résultat est parfaitement stable. Et vous voyez 2 exemples ici de différentes analyses. Ici c'est une étude australienne qui montre l'évolution dans le temps de la durabilité des symptômes et des satisfactions des patientes. Donc il y a un certain nombre de revues systématiques et de méta-analyses. Alors intéressant de regarder la différence entre l'adénomiose pure et l'adénomiose avec des fibromes de rencontre à court terme. Donc on est un peu meilleur quand l'adénomiose est associée à des fibromes, un peu moins bon quand il y a une adénomiose isolée. Globalement, on arrive à peu près à 3/4 de bons résultats maintenus à 3 ans dans la littérature. Donc c'est une alternative à l'hystérectomie qui est mini-invasive, qui ne nécessite pas d'anesthésie générale, qui permet de préserver l'utérus, qui nécessite une hospitalisation plus courte, un retour aux activités normales plus rapide, avec très peu de complications et qui a un bon rapport coût-efficacité. Alors, évidemment, comme ça a été présenté précédemment et discuté, la question aujourd'hui un petit peu, enfin une des questions, il y en a beaucoup bien sûr, mais une des questions c'est de savoir quelle est la place de l'embolisation et quelle est la place de l'ablation endométriale, telle que l'a présenté Jean-Luc Brun précédemment. Et donc on a monté dans le cadre de ce travail commun qui est nouveau, qui est important et qui est très intéressant pour tout le monde, pour vous et pour nous, les radiologues interventionnels et les gynécologues. On a un groupe de travail commun dirigé par Hélène qui est ici présente et Jean-Luc Brun où on essaie de faire des projets communs. Donc un de ces projets communs, c'est ce PHRC qui s'appelle Adénotrite et dans lequel on a donc un co-investigateur principal, Jean-Luc Brun et moi-même. Et donc ce travail prévu, donc qui n'est pas encore complètement accepté, vous savez que c'est une sélection qui se passe en 2 temps, on a passé la première étape, on espère qu'on passera la deuxième. Donc c'est une étude prospective, non comparative, en bras parallèles, où les patientes vont être randomisées en ayant dans un groupe l'embolisation et dans l'autre groupe le Novachur. On va s'intéresser à l'efficacité à 1 an sur les saignements de la radiofréquence et de l'embolisation. Le critère principal de jugement, ce sera la proportion à 1 an de succès clinique qui seront définis par un P-BAC réduit à moins de 100. Donc en conclusion, bien aujourd'hui, je pense qu'on peut dire que l'embolisation est une technique sûre et efficace à long terme pour traiter les adénomioses symptomatiques et que probablement il y a beaucoup moins de place pour l'hystérectomie première puisqu'il y a cette alternative comme l'embolisation et aussi celle que vous avez pu voir précédemment. Je vous remercie.
Merci Marc pour cette très belle présentation. Nous allons appeler maintenant les orateurs pour répondre aux questions de la salle. S'ils veulent bien venir, Jean-Luc. Dans un premier temps, j'aimerais, avant de lancer les questions, peut-être vous poser une question à tous les trois pour avoir votre sentiment personnel. Globalement, quand il y a une indication médicale pour un traitement d'adénomiose, on a d'abord essayé tous les traitements médicaux avant de passer aux traitements chirurgicaux. Mais une fois qu'on en est là, si on est devant l'échec des traitements chirurgicaux, on se trouve devant deux types de patientes différentes. Soit des patientes souvent entre 30 et 40 ans qui n'ont pas complètement accompli leur souhait de fertilité, soit des patientes plus âgées, comme vous l'avez déjà présenté, qui ne veulent pas d'hystérectomie et qui préfèrent avoir un traitement conservateur. Alors, est-ce qu'il y a pour vous une hiérarchie? Et lorsqu'elles ont un traitement, elles ont un souhait de fertilité, est-ce que vous avez l'idée de ce qui pourrait être une morbidité des traitements conservateurs qui leur empêcherait de réaliser leur souhait de fertilité? C'est-à-dire, en d'autres termes, est-ce qu'on fait des embolisations chez des femmes qui ont un souhait de fertilité? Peut-être effectivement pour le traitement médical, effectivement, on va pas avoir la même proposition de stratégie thérapeutique et surtout la patiente va pas être en mesure d'accepter les mêmes propositions en fonction de ce qu'on disait, donc de son adénomyosis life et effectivement aussi si elle a une endométriose associée. Je crois que vraiment le fait qu'elle ait une endométriose associée, c'est important parce que c'est des patientes qui effectivement ont eu pour la plupart, on dit bien aujourd'hui, les endométrioses. Il ne s'agit pas de faire des celluliochirurgies répétées, c'est vraiment un traitement médical en première intention. Ensuite, au moment où elles essayent d'avoir un bébé, effectivement, soit elles y arrivent spontanément, soit on les aide en général par une PMA, ou bien c'est peut-être le moment de les opérer si elles sont douloureuses. Et puis ensuite, on prendra le relais par un traitement médical jusqu'à la ménopause. Mais chez les patientes qui n'ont pas été opérées, qui ont de l'endométriose, parfois, effectivement, elles ont l'adénomiose qui survient vers 40 ans. Et c'est à ce moment-là que les discussions vont avoir lieu parce que soit elles ont un long passé de traitement médical, elles ont tout essayé, c'est plus efficace, c'est mal toléré, et là, elles accepteront probablement assez facilement les autres alternatives, que ce soit effectivement soit une chirurgie radicale, soit les alternatives qui ont été présentées là. Mais donc, ça va vraiment dépendre de tout ce qui s'est passé avant, je pense, à la quarantaine, pour décider de la stratégie thérapeutique. Donc, il n'y a pas de hiérarchisation. Après, si elles ont une adénomiose diffuse interne isolée qui apparaît à la quarantaine, en première intention, je pense que c'est de bon sens de leur proposer un traitement médical DU, lévonorgestrel ou dienogeste. Tant qu'on est dans la situation très schématique des plus de 40 qui ont fini leur projet parental, en fait, on peut répondre à beaucoup de choses, mais c'est vrai qu'on insiste sur le fait que l'hystérectomie n'est plus automatique. Déjà, si on a retenu ça, c'est pas mal. Après, les techniques conservatrices, elles ne sont pas parfaites. On n'a pas 100% de succès, mais on a des taux que vous avez vus qui seront aux alentours de 60-80. Là où on est plus ennuyé, c'est les moins de 40 qui ont un projet parental. Alors là, on se retrouve soit avec les traitements médicaux qui sont tous antigonadotropes, alors on est coincé, et donc on ne peut pas proposer de traitement. Alors on peut arriver à bidouiller un peu, à faire des séquences de 3 à 6 mois d'agonistes, puis à se mettre en situation de conception spontanée pour voir ce qui se passe, etc. Mais en fait, on n'a pas un rationnel fort dans la littérature qui nous font valider ces traitements. Donc après, on se met sur l'option traitement conservateur, et donc on ne parle pas bien sûr de Novachour, puisqu'on a un projet parental. Il ne nous reste plus que les destructions, les adénomiomectomies et les embolisations. Et là, par contre, on n'a plus de recul, parce qu'on n'a pas de données. Donc, on fait un copier-coller avec les myomes. Et qu'est-ce qu'on dit? Ah, la radiofréquence, oui, ça marche pas mal sur les myomes. On peut avoir un projet parental après. Qu'est-ce qu'on dit pour l'embolisation? Vas-y, Marc. À peu près la même chose. Hein. Le consensus sur lequel on a travaillé, c'est que les grossesses après embolisation sont possibles, qu'il n'y a pas d'évidence dans la littérature pour dire qu'une patiente avec un projet de parentalité ne doit pas être embolisée, parce que c'est quand même des fausses idées qui traînent vraiment beaucoup. Aujourd'hui, dans l'adénomiose, clairement, on n'a pas la réponse, comme tu l'as dit. Dans les myomes, l'attitude acceptée, c'est qu'on va préférer une attitude chirurgicale si elle est simple.
Mais si l'attitude chirurgicale est complexe et risquée pour l'utérus, de type utérus cicatriciel ou hystérectomie, parce qu'il y a beaucoup de myomes, on va sûrement pouvoir proposer l'embolisation. Il n'y a pas d'évidence du tout pour dire qu'il ne faut pas proposer une embolisation chez n'importe quelle femme qui a un désir de grossesse. Mais merci pour vos réponses. Je suis sûr que la salle va avoir des questions à poser. Je ne sais pas si... Là. S'il vous plaît. Merci beaucoup pour vos 3 présentations. Est-ce que l'IFU a une place ou non? Les ultrasons à haute intensité, l'IFU, est-ce qu'il a une place par rapport à la radiofréquence dans l'adénomiose? J'ai du mal à répondre à cette question. Enfin, bon, nous, évidemment, on n'a aucune expérience de ça. Je sais qu'il y a beaucoup d'expériences dans d'autres pays, en particulier en Chine, avec des résultats qui sont encourageants. Je ne sais pas trop répondre. Moi, ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est que, bon, je vais revenir un peu sur ce que j'ai dit. Hein, la mise en œuvre, j'essaie d'insister là-dessus, la mise en œuvre d'une embolisation, c'est quand même de quelque chose qui est quand même excessivement simple sur le parcours du patient, sur les suites post-opératoires, sur l'accès à la technique, sur le coût. Donc voilà, après, on va probablement avoir des données dans le futur. Peut-être qu'un jour, on sera capable de randomiser l'un contre l'autre. Aujourd'hui, je n'ai pas d'informations précises. Sur le plan de la médecine basée sur l'épreuve, en fait, effectivement, il y a beaucoup d'études chinoises. On les avait revues en 2020 lors des recommandations ménorragie. Et on s'est aperçu que c'était difficile. Probablement qu'il y a un effet intéressant sur l'adénomiose, mais très, très difficile. Des études chinoises en test intégral et on n'a pas pu les relire pour valider un peu toutes ces données. Et vous avez eu un exemple de ce que je vous ai montré tout à l'heure. Je pense qu'il faut aussi techniquement imaginer que les ultrasons, enfin les LIFU, donc guidés soit par écho, soit par IRM, nécessitent d'avoir une cible qu'on visualise bien. Et si vous ne visualisez pas la cible, vous allez avoir du mal à focaliser les énergies là où il faut. Et en écho, je pense que, ou en IRM, clairement, on voit mieux les myomes, c'est sphérique, etc. Donc il y a des limites techniques qu'il ne faut pas négliger. Peut-être que l'adénomiose d'une forme A ou d'une forme B, elle sera plus candidate qu'une autre. Mais ça dépend pas mal aussi de l'imagerie et de la qualité du guidage qu'on peut avoir. Moi, j'ai une question pour Marc aussi. Adénomose superficielle ou profonde, est-ce que ça change quelque chose pour l'embolisation? Alors, techniquement, ça ne change rien. Si l'adénomiose est focalisée, on a probablement des meilleurs résultats que si elle est diffuse. En termes de profondeur, je ne suis pas sûr qu'on ait les données pour répondre. On pourra peut-être répondre quand on va recueillir de façon prospective dans l'essai dont on parle, avec les IRM préopératoires. On va pouvoir faire de l'analyse en sous-groupe et on saura peut-être répondre à cette question après. C'est ça, pour savoir si on a des critères prédictifs finalement qui doivent faire orienter plutôt vers une technique qu'une autre. Une autre question. Dans le cas d'adénomiose avant 40 ans, le fait d'emboliser peut améliorer l'implantation post-transfert d'embryon en comparant aux agonistes ou il n'y a pas d'études? Ça peut être un traitement pour l'implantation. Je ne crois pas qu'il y a d'études. Est-ce que ça fait du sens? Probablement, mais je ne crois pas qu'on puisse répondre à ça. Moi, j'aurais une question complémentaire pour Jean-Luc. On a vu dans la séance précédente que l'adénomiose était souvent associée à une endométriose parfois profonde qui atteignait des viscères, soit la vessie, soit le rectum. Est-ce que dans ces situations, il y aurait une option, une hiérarchie particulière à proposer? Est-ce que tu aurais une technique particulière à proposer avec ou sans souhait de fertilité? Vis-à-vis du traitement chirurgical Oui. d'adénomiome? Oui. Dans cette petite série là où on a commencé la cryothérapie, on n'avait pas tant que ça d'endométriose associée sur des adénomiomes seuls, isolés. On a eu juste une endométriose profonde concomitante sur lesquelles on est intervenu. Après, c'est toujours pareil. On démarre par le traitement médical. Ce traitement médical, il va être forcément court, voire parfois même inexistant chez les femmes ayant un projet parental. Et dans ce cas, la question, en fait, c'est de savoir si on suit les guidelines de la prise en charge d'endométriose profonde en disant quand on part sur l'endométriose, il faut tout traiter. Et dans ce cas-là, on résèque l'endométriose profonde et on fait le traitement de l'adénomiome.
Bon, c'est difficile à répondre, hein, je ne sais pas. Souvent, en RCP, on remet en question, je vois bien les recommandations qui disent quand on part sur l'endométriose, on traite tout. Ben, on remet en question et on va peut-être traiter parfois un peu sur mesure dans des situations où il n'y a pas forcément l'adénomiose, mais où il y a par exemple l'endométriose profonde associée à des masses annexiales endométriosiques. Là, pareil, il faut savoir, je ne pense pas qu'on puisse répondre à cette question, c'est vraiment au cas par cas. Ah, c'est un peu, je ne sais pas si ça répond vraiment à la question, mais on est souvent confronté à des patientes qui ont les deux maladies, on va dire, enfin, ou les deux présentations anatomiques, et qui ont donc des saignements et des symptomatologies douloureuses, et qui viennent pour poser une question sur l'embolisation, et on est embêté parce que on a du mal à faire la part des choses. Qu'est-ce qui fait mal? Donc, ce qu'on fait souvent, je ne sais pas si on a raison et il n'y a pas de preuve pour ça, mais ce qu'on peut faire, c'est proposer l'embolisation en espérant que ça va améliorer les choses et simplifier le problème, on va dire, en sachant que peut-être que derrière, il y aura finalement une sanction chirurgicale si jamais on n'a, entre guillemets, pas tapé sur la bonne cible. Mais en tout cas, les lésions d'endométriose profonde, anatomiquement, ce n'est pas quelque chose qu'on peut atteindre par l'embolisation. On peut l'atteindre par les ultrasons focalisés ou la radiofréquence quand on a des nodules sous-péritonéaux, mais on ne va pas emboliser un nodule de la paroi rectale ou des choses comme ça. J'ai une question pour Lorraine aussi. On a vu tous ces traitements qui allaient arriver. Je sais qu'aux États-Unis, il y en a qui peuvent être faits, qu'on ne peut pas faire ici, médicaux. Est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen finalement d'optimiser, d'avoir une synergie, de réduire au maximum les lésions, donc pas en utilisant que des traitements symptomatiques, pour permettre une approche justement conservative, interventionnelle, qu'elle soit chirurgicale ou radiologique? Tout à fait. On a vu effectivement qu'il y a un certain nombre de traitements qui permettent de diminuer le volume utérin. Et c'est vrai que dans ces cas-là, peut-être que les analogues de la GnRH de manière ponctuelle, qui sont eux très très efficaces, mais qu'on ne peut pas utiliser au long cours, pourraient optimiser entre guillemets ces techniques. Parce qu'en oncologie, on n'attend pas que ça revienne pour traiter. On traite justement quand c'est minimum pour avoir le plus d'efficacité. Est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas aller vers des stratégies de ce type? C'est vrai qu'effectivement, l'idée, c'est de traiter dès qu'il y a un symptôme. Après, je pense que quand on parlait effectivement d'adénomiose et d'endométriose associée, l'adénomiose diffuse interne, qui est bien celle qu'on parle, celle dont on parle, pas l'adénomiose focalisée, elle, ce qui va vraiment guider notre stratégie thérapeutique, c'est aussi les saignements. Parce que l'endométriose pelvienne profonde associée à l'adénomiose focalisée, c'est pas elle qui fait saigner. Et je crois que c'est vraiment l'apparition de saignements liés à une adénomiose diffuse interne qui va aussi modifier probablement notre prise en charge, mais encore une fois, chez des patientes probablement un peu plus âgées. Donc, il faut distinguer le symptôme aussi. Est-ce que c'est la douleur ou est-ce que c'est le saignement, l'âge de la femme, son projet de grossesse? Et donc, il n'y a pas d'algorithme. Je sais qu'on aimerait bien pouvoir proposer un algorithme, traitement médical, traitement conservateur, radiologie interventionnelle ou hystérectomie, mais malheureusement, je ne crois pas qu'on soit en mesure aujourd'hui de proposer. C'est du cas par cas et du step by step. Je crois que c'est le message. Pardon, je suis là. Je voulais poser une question sur l'embolisation et corrigez-moi si je me trompe, mais il m'a semblé dans la littérature qu'il y avait des risques en fait de synéchie quand on embolise ces deux artères utérines parce qu'on risquait d'endommager la vascularisation de l'endomètre. Est-ce que vous en avez eu? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que ça peut arriver. Ça fait du sens que ça puisse arriver. Je ne pense pas que ça ait des conséquences numériquement significatives dans les différents essais. Je me tourne vers Jean-Luc. Est-ce que ça t'arrive de faire des endométrectomies, d'ablater des synéchies après dans des contextes post-embolisation? Non, ça ne m'est pas arrivé, mais par contre, on sait très bien que ça arrive à certaines personnes, puisque vous avez des case reports qui sont régulièrement publiés en France et à l'étranger sur les effets secondaires de l'embolisation. Après, c'est toujours pareil, ce sont des case reports avec des synéchies, des nécroses utérines et tout un tas de choses de ce type. Mais en fait, nous, on reste sur les données épidémiologiques globales. Et de toute façon, chaque fois que vous faites un geste, que ce soit une myomectomie, une adénomyomectomie, une métrectomie, j'en parle même pas, et une embolisation, vous avez toujours des effets secondaires. Et donc, il faut rester un petit peu dans la globalité. Il y a des effets secondaires à tout. Et après, chaque effet secondaire a ses spécificités. Après, il faut avoir des vigilances. Comme je vous ai dit, nous, sur la cryo, on va avoir une vigilance pour contrôler l'intérieur de la cavité utérine. Probablement qu'il faut aussi avoir une vigilance quand on a embolisé une femme qui a une adénomiose pour pouvoir contrôler, après faire une hystéroscopie, l'intégrité de la cavité utérine à partir du moment où on a un projet parental.
Effectivement, ce risque de synéchie qui est évoqué est très important, surtout quand il y a un souhait de fertilité derrière. Et donc, comme Marc l'a très bien dit tout à l'heure, la décision doit être partagée en fonction de la balance bénéfice-risque et de la discussion avec la patiente. Parce que c'est vrai qu'on se trouve parfois dans des situations où on est face à une patiente qui a un souhait de fertilité, qui a des symptômes, on va vouloir tout préserver et parfois on ne peut pas. Et dans le bilan pré-thérapeutique, il y a eu aussi une polémique à un moment avec les insuffisances ovariennes provoquées soi-disant par l'embolisation. Et donc là, on est reparti également sur les études complètes qui nous montrent qu'avant, après, quand on fait des bonnes études, il n'y a pas de différence en termes d'expression de l'AMH et de la réserve ovarienne après embolisation. Donc là encore, il faut avoir une certaine prudence. Par contre, bien sûr, pour tous ces traitements-là, chez les femmes ayant un projet parental, bien sûr, vous faites une réserve ovarienne pour ne pas accuser après, que ce soit la myomectomie, l'embolisation ou les autres traitements, d'être à l'origine des problèmes. Bien, je remercie tous les orateurs, c'était passionnant. On voit qu'il y a beaucoup de perspectives dans l'avenir et c'est très enthousiasmant. Et je vous libère pour la pause déjeuner. Bonne journée.